Conférence de la session. On finit en beauté avec Étienne Saint-Jean, qui est professeur au département de gestion à l'UQTR, justement. Donc, il vient nous faire cette conférence sur devenir entrepreneur, les enjeux, les défis. Je tiens à mentionner que habituellement, les professeurs qui viennent nous faire une conférence sont payés 150 $, puis que M. Saint-Jean, il a insisté pour que ce montant-là soit remis en bourse lors du gala de reconnaissance de psycho qui va avoir lieu en hiver. Donc, merci beaucoup, M. Saint-Jean. Puis, je vous cède la parole sans plus tarder. Parfait, merci beaucoup Loïc. Écoute, c'est bien la moindre des choses, un petit 150 $ en bourse pour les étudiants. J'espère que ça va être plus utile que moi. Je suis déjà payé comme prof à l'université pour faire ce genre de conférence-là. Donc, c'est avec un grand plaisir là, que j'ai accepté de vous parler d'entrepreneuriat pendant quoi, à peu près 90 minutes qu'on m'a demandé. Donc, sachant pas trop quels étaient les besoins exacts des gens qui étaient pour se présenter à la conférence, j'ai essayé de couvrir quand même assez large pour aborder plusieurs aspects qui touchent l'entrepreneuriat. Puis pour ceux qui le savent peut-être un peu moins, d'abord peut-être me présenter. Là, ça fait 11 ans que je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale. Puis, donc, mes travaux tournent évidemment alentour de l'entrepreneuriat depuis plusieurs années. J'ai fait ma thèse sur la question du mentorat pour entrepreneurs, donc tout l'accompagnement des entrepreneurs. Puis plus récemment, je travaille sur plusieurs projets, là, notamment faire un portrait de l'activité entrepreneuriale à chaque année depuis 2013. Je vais vous présenter d'ailleurs quelques chiffres là-dessus. Puis, mais mes travaux tournent aussi beaucoup alentour de la psychologie de l'entrepreneur. Donc, j'ai des travaux sur la personnalité, sur les enjeux de santé psychologique, santé mentale, donc des entrepreneurs. Puis, je vais aussi vous parler un peu de ça à la fin de la présentation. Il y a évidemment un chatroom là, que je vais tenter de surveiller, mais si Loïc, si tu n'as pas d'inconvénient pendant la présentation, n'hésite pas à regarder les commentaires puis pour rendre ça interactif. Alors, donc, si jamais tu vois des commentaires là, qui sont appropriés, n'hésite pas pour ouvrir ton micro, m'arrêter puis me poser la question ou on donnera la parole tout simplement à la personne qui a mentionné le commentaire. Donc, je vous le demande, là, c'est au cours de la présentation. Si vous voulez qu'on approfondisse des questions que je vais présenter ou des choses, n'hésitez pas. On va essayer de rendre ça le plus interactif possible. Donc, je vais vous partager l'écran. Je pense que c'est bon comme ça. Parfait. Donc, la présentation va toucher surtout l'idée de devenir entrepreneur. Moi, je prends pour acquis que si vous êtes aujourd'hui à la conférence, c'est que vous avez un certain intérêt à l'égard de l'entrepreneuriat. Donc, je suis parti un peu de cette idée-là là, que l'entrepreneuriat pouvait vous intéresser comme choix de carrière. Et puis, donc, qu'est-ce que ça implique devenir entrepreneur? C'est quoi être un entrepreneur? C'est quoi les défis des entrepreneurs? C'est quoi les ressources qui sont disponibles pour les entrepreneurs? Donc, ça va tourner grandement alentour de ces questions-là. Voilà. Donc, le plan de la présentation, très rapidement, comme je disais, c'est quoi un entrepreneur, la culture entrepreneuriale, la carrière entrepreneuriale. Je vais vous parler des enjeux de la création d'une entreprise, les défis des entrepreneurs, la santé psychologique. Puis, il y aura une période de questions, mais je le rappelle, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, c'est quoi un entrepreneur? Peut-être d'entrée de jeu. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Il y a évidemment, c'est un terme qui est à la mode là, depuis, je pense, même une dizaine d'années. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'engouement pour l'entrepreneuriat. On peut penser, par exemple, à l'émission Dans l'œil du dragon, là, qui est super populaire, puis ça rend, dans le fond, un peu plus... ça inclut les entrepreneurs dans une forme de culture populaire au Québec, mais c'est vrai aussi un peu partout dans le monde, ce qui fait que quand on parle d'un entrepreneur, ça veut dire
beaucoup de choses, mais parfois des choses un peu floues. Fait que je vous ai donné, dans le fond, peut-être des pistes pour savoir à quoi pourrait correspondre un entrepreneur. Je vous passe toutes les définitions théoriques puis les débats parce qu'évidemment, les chercheurs on a à peu près juste ça à faire, débattre avec d'autres chercheurs sur les définitions, mais peut-être certains éléments qui définissent les entrepreneurs. Donc, un entrepreneur, c'est une personne qui va prendre des risques. Et donc, ça implique, dans bien des cas, investir de l'argent, parfois son argent, ses économies, parfois risquer l'argent des autres si des gens acceptent de nous prêter de l'argent pour démarrer, mais ça implique prendre des risques. Il y a une notion de risque qui est inhérente à l'entrepreneuriat parce qu'on ne connaît pas le futur. Et donc, on postule à un futur inconnu qu'on découvre chemin faisant. Ça implique aussi, c'est une personne qui va aussi innover. Parce que, évidemment, un entrepreneur, ça bouscule d'une certaine façon l'ordre établi, ne serait-ce qu'en créant son entreprise, ça crée de la concurrence dans un marché, donc ça implique innover d'une certaine façon, puis proposer des produits et services qui sont nouveaux à des clients potentiels. C'est une personne aussi qui va saisir des opportunités. On va y revenir un peu plus tard à cette idée-là d'opportunité, mais l'opportunité, essentiellement, c'est de répondre à un besoin à un temps donné, parce que tout change, donc les besoins peuvent évoluer. Donc, la notion de temporalité est importante là-dedans. C'est aussi une personne qui va créer son entreprise ou son organisation. Donc, l'acte de créer une entreprise fait en sorte que généralement, on reconnaît que la personne, c'est une entrepreneur ou un entrepreneur. Puis fondamentalement, être un entrepreneur, c'est de créer de la valeur pour les parties prenantes. Alors, c'est quoi créer de la valeur? C'est dans le fond améliorer soit les besoins, répondre à des besoins. Puis les parties prenantes, c'est toutes les gens qui peuvent être en contact avec l'entrepreneur ou son projet entrepreneurial. Donc, ça peut inclure évidemment les employés, les fournisseurs, les gens qui ont prêté de l'argent à l'entrepreneur. La société, de façon beaucoup plus large aussi, est une partie prenante de l'entreprise. Et donc, être un entrepreneur, ça veut dire créer de la valeur pour toutes ces parties prenantes-là. Puis finalement, peut-être un élément pour compléter, c'est une personne aussi qui est propriétaire de l'entreprise qu'il ou qu'elle dirige. Donc, le fait de posséder l'entreprise et d'avoir un impact dans la direction de cette entreprise-là fait en sorte qu'on appelle les personnes entrepreneurs. Et donc, ça a souvent plus ou moins rapport avec la taille de l'entreprise. On va en discuter un petit peu plus tard. Mais dans bien des cas, ça veut dire souvent propriétaire d'une petite entreprise, mais on considère aussi comme étant entrepreneur des propriétaires d'entreprises très, très grandes comme Facebook, Netflix et ainsi de suite. Les gens qui ont créé ces entreprises-là, ils ont débuté petits, c'est devenu des grandes entreprises. On les considère encore des entrepreneurs dans la mesure où ils dirigent encore l'entreprise pour laquelle ils sont propriétaires. Ça fait quoi un entrepreneur quand ça se lève le matin? Hein? En gros, il y en a qui ont tenté d'établir les différentes tâches des entrepreneurs. Évidemment, c'est sans doute pas du tout exhaustif, puis on va le voir avec le dernier point, mais c'est fondamentalement, comme je le mentionnais tantôt, un entrepreneur, ça va identifier des opportunités. Hein? Ça veut améliorer la façon dont on répond aux besoins humains, donc en proposant des solutions innovantes. Donc, ça va identifier ces opportunités-là. Ça va concevoir une vision pour son projet, c'est-à-dire que ça va imaginer son projet d'affaires pour répondre aux besoins qui ont été identifiés. Ça va aussi, évidemment, prendre des décisions, puis une tonne de décisions, ne serait-ce que la décision de démarrer, mais la décision quant aux clientèles à desservir, au type de produits et services, aux fournisseurs et ainsi de suite. Ça va donc réaliser la vision de son projet, c'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est fondamentalement une personne qui est dans l'action. Hein? Donc, ça implique évidemment d'identifier des produits et services adéquats pour des clientèles visées, mais ça implique donc mettre ça en action, donc réaliser cette vision-là, créer l'entreprise, embaucher des gens et ainsi de suite. Ça implique dans certains cas, mais pas toujours, faire fonctionner l'équipement.
Ce point-là concerne surtout d'abord les entreprises qui ont des équipements. C'est de moins en moins vrai avec beaucoup d'entreprises un peu plus technologiques ou qui sont basées sur fondamentalement, par exemple, sur des services où des fois l'équipement est parfois très, très réduit. Mais ça veut aussi dire que dans bien des cas, l'entrepreneur, quand il démarre, il n'y a souvent pas beaucoup d'employés qui travaillent avec lui. Et donc, ben, souvent, dans les débuts, ben, c'est l'entrepreneur qui va aussi faire fonctionner l'équipement parce qu'il manque d'employés tout simplement, puis il porte plusieurs chapeaux dans son entreprise. C'est fondamentalement aussi une personne qui va acheter et vendre. Parce que, évidemment, être en affaires, ça implique faire du commerce. Puis faire du commerce, bien, ça implique acheter et vendre des produits. Donc, acheter des matières premières, les transformer, puis les vendre à d'autres personnes. Et ça implique aussi s'entourer et déléguer. Déléguer veut dire justement d'avoir des employés puis de donner des tâches à ces personnes-là pour les faire en votre nom. Puis s'entourer, ben c'est pas nécessairement des employés, ça veut dire avoir des conseillers, des gens, ça peut être un comptable qui travaille pas dans votre entreprise, mais à qui vous allez confier la préparation de vos états financiers. Donc, ça implique d'avoir plein de gens dans votre entourage qui sont là pour vous appuyer, qui sont pas forcément payés, mais ils peuvent être payés aussi, mais qui sont pas forcément des employés de l'entreprise et qui sont là pour aider l'entrepreneur dans ses tâches. Puis le point peut-être le plus important, puis le plus vrai, c'est toute autre tâche connexe, parce que ce que j'ai énoncé précédemment, c'est vrai, mais quand on décide de démarrer un projet d'affaires, évidemment, il y a plein de choses qu'on doit faire, puis pour lesquelles c'est pas vraiment dans cette liste-là, puis que ça implique quand même de les faire parce que par défaut, l'entrepreneur, c'est la personne qui est en charge de l'entreprise et donc, ben, il doit faire face à toutes ses obligations à différents niveaux. Globalement, parce que, bon, comme je disais tantôt, j'ai pris pour acquis que vous aviez un minimum d'intérêt à l'égard de l'entrepreneuriat. Puis, ben, il faut savoir que quand on parle d'un intérêt, ben, on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Puis, il y a des étapes. Puis là, je vais plus ou moins parler d'étapes parce que c'est pas toujours linéaire, là, bien que la figure que je vous présente le suggère. Mais essentiellement, on part, si on regarde vers la gauche, là, on part de ce qu'on pourrait appeler une forme de culture entrepreneuriale, c'est-à-dire une espèce d'évaluation de comment l'entrepreneuriat est perçu dans une société. Est-ce que c'est perçu comme étant une carrière désirable ou non? Est-ce que c'est perçu comme étant positif, comme quelque chose de valorisé aux yeux des citoyens? Et donc, ben, cet attrait-là à l'égard de l'entrepreneuriat fait en sorte que pour certaines personnes, ils vont développer de l'intérêt à l'égard de cette carrière-là. Ils vont se dire, ben, ça a l'air quand même bien être entrepreneur, ça semble correspondre à qui je suis, ça me permettrait d'accomplir certains rêves que j'ai à cœur, et ainsi de suite. Et donc, cet intérêt-là, avec le temps, peut se transformer en intention de vouloir démarrer, c'est-à-dire que c'est une espèce d'affirmation de l'intérêt marqué à vouloir démarrer. Et donc, c'est un peu plus concret parce que quand on dit qu'on a l'intention de faire quelque chose, ben, il y a une forme d'engagement, ne serait-ce qu'un engagement cognitif là, à passer éventuellement à l'action. Puis cette mise en action-là, évidemment, va arriver ou pas selon un certain nombre d'événements là, qui peuvent se produire ou de situations qui peuvent se produire. Puis on va y revenir un petit peu plus tard. Puis, des gens qui décident de démarrer et qui passent à l'action, il y en a une proportion qui vont devenir effectivement des propriétaires d'entreprise parce qu'ils vont réussir à démarrer leur projet d'affaires. Et leur projet ben, va être dans bien des cas une PME et dans très, très rarement, ça va devenir une très grande entreprise. J'ai mis des chiffres tout au long de ce graphique-là du processus entrepreneurial parce que ces chiffres-là reposent sur une enquête, comme je le mentionnais en introduction, une enquête que je fais à chaque année qui s'appelle l'enquête du Global Entrepreneurship Monitor. C'est une vaste évaluation des activités entrepreneurialiales dans plusieurs pays du monde, dont le Canada depuis 2013. On fait le portrait de l'activité entrepreneuriale. Puis moi, je fais le portrait en particulier du Québec au sein du Canada et au sein des économies comparables pour voir un peu
comment il y a de l'attrait à l'égard de l'entrepreneuriat, puis la proportion des gens qui ont l'intention, qui se mettent en action, puis ainsi de suite. Fait que ce qu'on a observé, par exemple, au Québec, c'est qu'il y a 75% des gens à peu près, là, parce que ça varie d'année après année, et c'est en croissance depuis 2013, mais il y a à peu près le 3/4 des gens au Québec qui estiment que être un entrepreneur, c'est une carrière qui est désirable. Alors, donc, ça vient suggérer là, qu'il y a quand même une assez bonne culture entrepreneuriale au Québec, que les gens valorisent cette carrière-là. Il y a à peu près, là, dans les dernières années, à peu près 18% des gens qui mentionnent avoir l'intention de démarrer une entreprise dans les 3 prochaines années. Et ça, c'est quand même beaucoup. Là, c'est des chiffres élevés. Comparativement à d'autres pays du monde, on est parmi les endroits dans le monde où il y a le plus d'intention d'entreprendre. Dans les économies développées, là, on s'entend, on est parmi les endroits dans le monde où il y a le plus d'intention entrepreneuriale. Puis il y a à peu près 8% de la population au Québec qui va se mettre en action. Puis se mettre en action, ça ne veut pas dire, comme je le disais, devenir propriétaire. Puis ça peut être simplement commencer à planifier son projet, essayer d'identifier des produits et services, développer un prototype, faire des premiers contacts et ainsi de suite. Là. Ça, c'est la mise en action. Et puis, globalement, il y a à peu près 11% des gens au Québec qui sont propriétaires ou copropriétaires d'une entreprise, donc ils ne sont pas forcément majoritaires, ils ne dirigent pas nécessairement l'entreprise qui sont propriétaires, mais il y a à peu près 11% des gens qui possèdent donc des entreprises au Québec. Évidemment, à partir du moment où les gens se mettent en action, ils peuvent arrêter de se mettre en action et il y a des gens aussi qui démarrent des entreprises qui vont quitter la carrière entrepreneuriale, donc il y a des sorties entrepreneuriales année après année. Puis, comme je le mentionnais tantôt, la très forte proportion des entreprises au Canada, c'est 97% qui sont des PME, ce qui veut dire moins de 500 employés. C'est à peu près vrai dans tous les pays développés dans le monde. C'est l'essentiel du tissu industriel, ce sont des PME. Il y a une très petite proportion, 3% qui sont des grandes entreprises. Le nombre d'entreprises qui passent de petites à très grandes, c'est marginal. C'est à peu près 4%, puis qui sont des PME à forte croissance, puis qui arrivent à une taille de plus de 500 employés, c'est encore plus marginal. Donc, l'essentiel du démarrage d'entreprise, disons, au Québec, puis des propriétaires d'entreprises, c'est des propriétaires de PME, souvent de petites entreprises ou de moyennes entreprises, dans vraiment différents domaines, évidemment. Puis, c'est ce qui est le plus, disons, courant. L'entrepreneuriat comme carrière, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui amène les gens à devenir entrepreneurs? Je vous explique rapidement ce graphique-là, mais en gros, ce que dit ce graphique-là, c'est que les gens vont devenir entrepreneurs, si on regarde complètement vers la gauche, là, en fonction d'un certain nombre de facteurs qui les concernent, des facteurs qu'on va appeler des facteurs exogènes, comme leur personnalité, la situation dans laquelle ils se trouvent. Alors, à titre d'exemple, vous avez des parents qui sont en affaires, vous avez connu l'entrepreneuriat de l'intérieur, si je peux dire ainsi. Puis, donc, cette connaissance-là intime avec le monde de l'entrepreneuriat va vous amener, par exemple, à développer une attitude ou une motivation à vouloir devenir entrepreneur. Et c'est la même chose au niveau de la personnalité ou de vos expériences de vie. Tout ça, donc, va conditionner, comme on le voit, là, les attitudes et les motivations à vouloir devenir entrepreneur. Ça va conditionner aussi les normes subjectives. C'est quoi les normes subjectives? C'est comment les gens de votre entourage perçoivent la carrière entrepreneuriale. Hein? Est-ce que les gens dans votre famille, par exemple, valorisent l'entrepreneuriat? Est-ce que vos amis valorisent l'entrepreneuriat? Puis ainsi de suite. Ça va conditionner aussi votre auto-efficacité entrepreneuriale. C'est quoi l'auto-efficacité? Vous l'avez peut-être vu dans vos cours en psycho, mais c'est fondamentalement le sentiment de compétence à accomplir des tâches liées, dans ce cas-là, à l'entrepreneuriat. Donc, c'est une perception de vos capacités que vous vous attribuez, et puis qui sont fonction, évidemment, de plein de facteurs. Mais cette croyance-là dans vos capacités à devenir entrepreneur est super importante. Et puis, parce que ça va vous amener, donc, possiblement à voir ça comme étant faisable, le projet entrepreneurial. Puis finalement, ces facteurs exogènes-là, ou en tout cas du moins votre passé, si on veut, puis vos expériences, tout ça, vont vous donner des accès à des ressources que vous avez puis que d'autres pourraient ne pas avoir. Puis ça va créer des
des avantages, autrement dit, pour devenir entrepreneur. Fait qu'à la fois, les attitudes et la motivation ainsi que les normes subjectives vont amener une forme, ce qu'on va appeler de désirabilité perçue, c'est que ça va devenir désirable pour vous de devenir entrepreneur. Autant l'auto-efficacité puis l'accès aux ressources vont vous amener une faisabilité perçue. C'est que vous allez estimer que si vous souhaitez devenir entrepreneur, là, ça semble faisable. Vous avez ce qu'il faut puis vous avez accès aux ressources pour le faire. À ce moment, vous allez percevoir des opportunités, donc vous allez voir certains besoins qui sont mal comblés, puis vous allez penser être capable de répondre à ces besoins-là. Bien, vous allez développer l'intention et éventuellement, selon certains facteurs déclencheurs ou votre propre propension à agir, bien, ça va vous amener à passer à l'action. Fait qu'en gros, là, c'est le choix de carrière entrepreneuriale, ça se passe à peu près comme ça. On va voir chacune, pas tout dans le détail, mais on va passer quelques-uns de ces aspects-là. En particulier les trucs qui concernent la psycho, qui pourraient peut-être vous intéresser en particulier, disons. Alors, c'est quoi les principales motivations pour devenir entrepreneur qui ont été identifiées là, dans la littérature? Il peut en avoir évidemment d'autres, là, mais c'est celles qui sont les plus courantes là, quand on interroge les entrepreneurs. Une des choses qui revient souvent, c'est cette espèce de besoin d'accomplissement personnel. Hein, le goût d'accomplir quelque chose de plus grand, dans le fond, que ce qu'on pourrait accomplir dans le cadre d'un travail classique, disons. Donc, ce besoin d'accomplissement est une des motivations importantes là, énoncées par plein d'entrepreneurs et mesurée aussi en psychologie, qui s'appelle le Need for Achievement, qui a été mesuré à plusieurs reprises et qui semble être assez récurrent là, chez beaucoup d'entrepreneurs. Deuxième aspect, c'est le besoin d'autonomie puis d'indépendance. Puis ça, évidemment, c'est super important parce que quand on est un employé, évidemment, on se fait davantage dire un peu qu'est-ce qu'on doit accomplir comme tâche, mais quand on est entrepreneur, ben, il n'y a personne qui vient nous dire c'est quoi qu'il faut faire. Hein? On est le patron, ce qui fait que ce besoin d'autonomie-là, d'indépendance est nécessaire parce que sinon, on se retrouve un peu désemparé face à ce vide-là, de pas trop savoir quoi faire, de ne pas avoir personne pour se faire dire quoi faire. Au contraire, pour certaines personnes, se faire dire quoi faire, c'est pas ce qu'ils souhaitent. Là. Ils ont le goût d'autonomie. Fait que ça correspond davantage à ce qu'est être un entrepreneur. Une des motivations souvent évoquées, c'est la passion pour une activité. Hein, je vous donne un exemple, mais quelqu'un qui est, par exemple, passionné de vélo, puis prenons un exemple d'entrepreneur qui a grandement réussi dans ce domaine-là, Louis Garneau. Louis Garneau, ceux qui ne le savaient pas, ben, c'est un cycliste de renommée internationale qui a gagné plein de prix en cyclisme et qui, par sa passion pour le cyclisme, a développé évidemment des vélos, des vêtements pour le cyclisme et ainsi de suite. Et ça l'a amené donc cette passion-là à démarrer son entreprise parce qu'il créait des pièces d'équipement de vêtements pour lui-même. Mais évidemment, ses amis cyclistes, ils disaient, ben écoute, c'est trop hot ce que tu as fait, j'en veux. Fait que là, de fil en aiguille, il en fait pour ses amis, il en fait pour d'autres qui en parlent à d'autres. Fait que, bref, il y a une demande qui est arrivée comme ça de sa passion, puis qui l'a amené donc à identifier cette opportunité-là de devenir entrepreneur puis sur sa passion pour le cyclisme. Bon, évidemment, maintenant, ils vendent toutes sortes d'autres trucs, plus ou moins en lien avec le cyclisme, mais c'est quand même partie d'une passion que Louis Garneau avait au départ. Autre motivation, les récompenses financières. Donc, faire de l'argent. Il y en a plusieurs qui démarrent pour cette raison-là, mais pas tout le monde, évidemment. Mais ça peut être une raison de démarrer parce qu'on se dit, ben, au lieu de travailler à salaire, ben, je vais travailler à salaire plus les profits que l'entreprise va générer, si évidemment l'entreprise réussit à faire des profits. Il y en a certains qui démarrent, puis c'est une tendance qui semble s'accentuer dans les dernières années, avec une espèce de devoir sociétal. Je l'ai appelé de même, là, mais disons, l'idée de vouloir changer le monde. C'est ce qu'on appelle des entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire que les besoins qui sont identifiés pour ces personnes-là, c'est pas des besoins d'enrichissement, c'est pas des besoins de bêtement vendre un produit, service, puis d'amener les gens à consommer davantage, mais c'est l'idée de vouloir transformer le monde, de le rendre meilleur, et ça peut évidemment répondre à des besoins qui sont sociétaux. Tu sais, par exemple, un exemple classique, le club des petits déjeuners. La personne qui a créé le club des petits déjeuners
qui est offert dans toutes les écoles ou dans plusieurs écoles défavorisées au Québec, ben, c'est un entrepreneur social. Lui, il ne voulait pas s'enrichir, il voulait simplement répondre à un besoin criant. Il y a des jeunes qui arrivent à l'école le matin et qui n'ont pas mangé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Ben là, on va essayer de s'organiser, de trouver des fonds, de trouver des fournisseurs, puis de structurer tous les bénévoles pour être capable d'offrir des déjeuners à des enfants. Ben lui, c'est un entrepreneur social. Il veut changer le monde, il veut l'améliorer. Une autre motivation, mettre à profit ses innovations. Au Québec, on appelle ça des patenteux ou des inventeurs, des innovateurs. Il y en a qui sont excellents pour développer toutes sortes d'innovations et pour patenter là, des trucs. Bien, ça fait en sorte que bien, ces innovations-là, dans le fond, une des façons d'en tirer profit, quand les gens disent « Wow, c'est ce que tu as fait », bien, c'est de créer une entreprise pour le diffuser plus largement puis permettre à d'autres de profiter de ces inventions-là. Puis finalement, une motivation souvent mentionnée, puis ça c'est vrai pour ceux qui ont des familles en affaires, c'est de perpétuer une tradition familiale. Vos parents ou des gens de votre famille sont en affaires, vous prenez la relève de la famille, puis souvent c'est une motivation importante parce que l'entreprise existe déjà, vous la connaissez depuis, dans bien des cas, depuis votre naissance, puis vous souhaitez perpétuer cette tradition-là puis poursuivre l'entrepreneuriat familial. Évidemment, là, je mentionne surtout les bons côtés de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat n'est pas sans difficulté. Puis ce qu'on remarque comme principale difficulté, évidemment, puis ça vient avec des fois les avantages. Comme on dit, des fois, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients, puis souvent, les deux sont liés ensemble. Ça implique un plus grand risque financier. Si d'un côté, on peut s'attendre, puis il y a des gens qui souhaitent faire plus d'argent par l'entrepreneuriat, ça implique prendre des risques, puis ça implique peut-être en perdre plus que si vous êtes salarié. Ça implique l'autonomie plus grande, un niveau de responsabilité plus grand aussi. Vous ne pouvez pas vous tourner vers un patron pour qu'il prenne en charge les problèmes, c'est vous le patron. Ça implique de la délégation parfois plus compliquée. Quand vous êtes employé, vous tombez en épuisement. Dans certaines organisations, vous avez la possibilité là, d'être en arrêt maladie pendant un certain temps. Puis comme on dit, la Terre continue de tourner. Quand vous êtes entrepreneur, tomber en épuisement, c'est un petit peu plus difficile. Ça implique quelqu'un qui va prendre la relève. Puis si vous n'êtes pas dans une équipe entrepreneuriale, vous êtes seul, un peu plus difficile. Pas impossible, mais beaucoup plus difficile. Ça implique aussi de nombreuses heures de travail parce que quand il arrive des urgences, des problèmes, ben, des fois, on n'a pas les ressources ou les gens dans notre entourage pour nous aider. Fait que souvent, l'entrepreneur compense là, en passant un peu plus de temps pour résoudre les problèmes. Ça implique un sentiment de solitude, parfois un peu plus grand. Quand vous êtes employé, vous avez des collègues de travail, vous êtes du même niveau hiérarchique, puis les gens vont partager vos problèmes, vont partager leurs problèmes avec vous et vice-versa. Notamment quand vous êtes fâché contre votre patron, vous pouvez en parler à quelqu'un. Mais quand vous êtes justement le patron, ben c'est pas sûr que les employés vont tout vous raconter, puis c'est surtout pas sûr que vous allez vouloir tout raconter aux employés, puis vous savez jamais trop si les gens sont gentils avec vous parce que vous êtes le patron ou simplement parce qu'ils vous trouvent cool et ils vous trouvent gentil. Fait que il y a comme une dynamique là, qui fait en sorte que certains entrepreneurs mentionnent qu'ils se sentent seuls un peu, comme on dit, isolés au sommet, là, au sens où, en étant le patron, ben, ils n'ont pas tout leur juste, disons, toujours par rapport à comment ils sont perçus dans l'entreprise. Puis ça implique aussi ce que j'appelle une gestion de l'image de soi et de l'entreprise, c'est-à-dire que, puis à la blague, c'est ce qu'on appelle souvent le syndrome de la chambre de commerce. Si vous demandez à un entrepreneur à la chambre de commerce, puis comment vont tes affaires, la probabilité qu'il vous réponde « Ah, ça va super bien », c'est 100%. Bon, là, maintenant, à cause de la pandémie, il y en a certains qui vont dire « Ouais, les affaires sont un peu plus dures, mais on réussit à se tirer d'affaires. » Mais un entrepreneur, fondamentalement, c'est quelqu'un qui veut bien paraître, qui veut convaincre les autres que ça se passe bien dans son entreprise, puis qui veut surtout pas envoyer un signal à ses employés clés que l'entreprise va mal, puis qu'ils pourraient perdre leur job parce que l'entreprise décline. C'est quelqu'un qui va dire « Non, ça va mal, mais on a des solutions, ça va bien », puis qui va encourager ses troupes constamment. Ce qui fait que ça amène une forme de déni aussi, puis on pourra en reparler plus tard, là, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans une forme de déni, notamment face à leur propre épuisement, à leur fatigue ou aux difficultés qui sont vécues, parce qu'ils sont toujours dans une logique où ils doivent dire que ça va bien, puis c'est plus difficile pour eux, donc, d'admettre
quand ça va mal parce qu'ils n'ont pas ce réflexe-là de le faire. Donc, c'est une des particularités qui est une difficulté, d'une certaine façon, d'être en affaires. Être en affaires, ça implique aussi, quand je parlais des ressources précédemment, ça implique différentes formes de capitaux. Évidemment, chacun de ces capitaux-là est souvent utile pour à peu près toutes les formes d'entreprise, mais évidemment, plus l'entreprise projetée requiert, par exemple, d'achat d'équipements spécialisés, plus donc vous allez avoir besoin, par exemple, de capitaux financiers pour la démarrer, et ainsi de suite. Plus l'entreprise est techniquement compliquée, par exemple, une entreprise dans le domaine des biotechnologies, plus vous devriez avoir un capital humain, c'est-à-dire des connaissances spécialisées dans ce domaine-là de manière grande. Et autrement dit, bien des entrepreneurs dans le domaine des biotech sont des titulaires de doctorat ou des gens qui connaissent grandement les biotechnologies parce que c'est très, très utile pour réussir en affaires dans ces domaines-là. Donc, les 4 grands capitaux identifiés pour démarrer une entreprise, comme je le mentionnais, le capital humain, donc vos formations, vos expériences, donc toutes vos compétences acquises au fil du temps, c'est un capital super important pour démarrer. Le capital financier aussi, donc avoir soit vous-même accès à des économies ou avoir accès à des gens qui ont de l'argent qui peuvent vous en prêter, que ce soit la banque, que ce soit des organismes de soutien qui ont des fonds spécialisés, que ce soit la famille, les amis qui sont prêts à investir ou des entrepreneurs avec qui vous avez un projet, et ainsi de suite. Troisième forme de capital, c'est le capital social. Qui vous connaissez? Quel est votre réseau? Est-ce que vous avez accès à des gens qui peuvent vous aider dans votre projet? Et ça, c'est très, très important en entrepreneuriat, le capital social. Puis finalement, de plus en plus, on parle du capital psychologique. C'est quoi le capital psychologique? C'est 4 composantes principalement. C'est le fait de faire preuve d'optimisme, d'être résilient, d'avoir de l'espoir à l'égard du futur, puis de faire preuve d'auto-efficacité. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'un entrepreneur, c'est toujours dans un contexte d'incertitude. Il ne sait jamais trop de quoi va être composé l'avenir. Donc, c'est mieux qu'il soit optimiste, qu'il voit toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est mieux qu'il se sente compétent pour résoudre tous les problèmes avec une auto-efficacité élevée. C'est mieux qu'il soit résilient quand il arrive des problèmes. Puis c'est mieux aussi qu'il y ait de l'espoir pour la suite des choses. Fait que, bref, le capital psychologique, c'est un capital super important pour les entrepreneurs pour perdurer, disons, dans cette carrière-là. Vous êtes à peu près tous et toutes des étudiants psycho, j'imagine. Ça va peut-être vous intéresser les traits de personnalité qui sont identifiés comme étant les plus fréquents chez les entrepreneurs. Alors, dans les années 70, là, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés sur la personnalité, puis il y a un regain d'intérêt dans les 10 dernières années environ. Ce qui a été identifié comme étant les traits classiques. Un grand besoin d'accomplissement, je l'ai mentionné tantôt, une grande auto-efficacité, j'en parle depuis un certain temps. Également, la créativité comme étant un trait, c'est pas vraiment un trait de personnalité, mais c'est, disons, une composante de la personnalité ou de la cognition des gens, leur capacité d'être créatifs. Tolérance au risque ou tolérance au stress aussi. Besoin d'autonomie, je l'ai mentionné tantôt, puis le fait d'avoir une personnalité proactive. Il y a aussi des travaux qui ont été faits sur le Big Five Inventory. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça dans vos cours, le modèle Ocean. Puis principalement, il y a eu plusieurs travaux qui ont comparé des gestionnaires d'entreprise avec des entrepreneurs. Et la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un des deux qui possède son entreprise puis qui a donc un sentiment d'appartenance plus grand, puis évidemment qu'il y a peut-être plus de responsabilité aussi dans la gestion de l'entreprise. Puis ce qui est ressorti, c'est que les entrepreneurs avaient davantage un caractère consciencieux, ils étaient plus ouverts à l'expérience, ils étaient moins névrotiques, puis ils étaient aussi moins agréables, avec une extraversion équivalente aux gestionnaires.
Et là, on se dit moins agréable, ben, comment ça se fait? Mais en fait, c'est vraiment pas surprenant parce que un entrepreneur qui doit faire sa marque puis développer son entreprise, ça implique fondamentalement négocier constamment. Puis qui dit négociation veut dire, dans bien des cas, pas toujours être agréable, puis chercher évidemment à avoir le meilleur parti de la négociation. Ce qui fait que quand on veut faire plaisir à tout le monde, des fois, c'est difficile donc de réussir à tirer son épingle du jeu dans des contextes de négociation où tout le monde veut avoir sa part, si on veut. Donc, le caractère agréable est parfois un peu moins marqué chez les entrepreneurs, puis en particulier chez les entrepreneurs qui performent bien, qui font un peu plus d'argent, disons. Puis plus récemment, il y a comme je le disais tantôt, il y a des travaux qui sont faits sur la question du narcissisme, qui montrent que les entrepreneurs sont beaucoup plus narcissiques que la population générale. Même on parle de dark triad, là, pour ceux qui sont moins familiers, c'est narcissisme, psychopathie, puis machiavélisme, qui sont plus marqués chez les entrepreneurs. Des travaux aussi très récents sur la question du TDAH, qui n'est pas nécessairement un trait de personnalité, mais qui implique un peu plus d'impulsivité chez les personnes. Puis on se rend compte que les entrepreneurs, du fait qu'ils doivent prendre beaucoup de décisions rapidement, ils sont jamais capables d'aller au fond des choses quand vient le temps de décider parce qu'ils n'ont jamais accès à toute l'information quand vient le temps de décider. Puis il faut que ça se décide souvent très vite. Mais puis ce caractère impulsif-là du TDAH fait en sorte que c'est plus facile pour certains entrepreneurs qui ont un TDAH de passer à l'action sans trop, autrement dit, se tourmenter du fait qu'il manque d'informations parce que ça fait partie de leur manière de procéder naturellement. Puis ça avantage parfois quand ils sont entrepreneurs. On a remarqué aussi un trouble obsessif-compulsif un peu plus marqué chez les entrepreneurs aussi. Puis évidemment, il y a des composantes génétiques, là, puis je vous passe le détail, mais il y a des travaux qui sont faits actuellement pour identifier des composantes génétiques qui amèneraient les gens à choisir davantage le choix vocationnel de l'entrepreneuriat. Si on regarde de façon plus marquée la mise en action en tant que telle, en fait, c'est l'idée que une fois que vous avez un peu ce qu'il faut, puis que vous avez identifié que vous avez la motivation, que ça pourrait vous intéresser, et ainsi de suite, bien, ça implique aussi parfois d'avoir certains déclencheurs qui vont accélérer le fait de devenir entrepreneur. Il y a deux grands types, là, ils ont été classés, disons, les types d'avantages pull, ce qui pourrait vous attirer ou vous rendre de l'attrait pour démarrer, puis déclencher tout de suite le processus de devenir entrepreneur. Puis ça a été comparé au type push, là, qui sont peut-être des événements qui sont un peu plus négatifs, si on veut, puis qui pourraient vous amener, vous forcer, disons, à devenir entrepreneur. Les éléments de type pull sont, par exemple, le fait d'identifier une occasion d'affaires exceptionnelle, de trouver un partenaire, d'avoir une occasion de sous-traitance, d'avoir du temps disponible, de l'argent à investir, une entreprise disponible ou même de recevoir un héritage, puis ainsi de suite. C'est tous des événements, dans le fond, qui peuvent accélérer votre projet. Hein? Vous venez d'hériter de, je sais pas, 500 000 $, puis le seul frein qui vous manquait pour démarrer, c'est d'avoir des capitaux. Ben, problème réglé, quand est-ce qu'on passe à l'action? Fait que ça, c'est positif. Bon, évidemment, pas le fait d'avoir quelqu'un qui meurt dans sa vie pour avoir un héritage, mais le fait d'avoir de l'argent pour pouvoir démarrer votre projet, c'est positif. Tandis que les motivations de type, ou en tout cas les déclencheurs de type push, c'est plus le fait, par exemple, d'être frustré, insatisfait, d'avoir perdu son emploi, ou même d'avoir de la difficulté à intégrer le marché du travail, d'avoir des changements importants dans son emploi qui font en sorte que on se sent moins à l'aise dans l'emploi qu'on a, ou des difficultés personnelles, puis ainsi de suite. Alors, tous ces déclencheurs-là peuvent aussi amener les gens à devenir des entrepreneurs. Sur les difficultés, par exemple, à intégrer le marché du travail, on constate qu'il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration qui vont, de manière plus marquée que les locaux, devenir entrepreneurs. Puis, il y a deux raisons parfois à ce phénomène-là. C'est que souvent, les entrepreneurs issus de l'immigration peuvent être discriminés sur le marché du travail ou avoir plus de difficultés à faire reconnaître leur diplôme. Et à cause de ça, ben, ils ont moins d'options en termes d'emploi, ce qui fait que ça les amène vers l'entrepreneuriat.
Puis il y a aussi les immigrants qui sont sélectionnés par le Québec. Souvent, c'est des immigrants très scolarisés dans des domaines de pointe ou qui vont être venus au Québec pour faire une formation spécialisée, ce qui fait que souvent, ils ont tendance, les gens issus de l'immigration, à être fortement scolarisés, à avoir des compétences justement peut-être un peu plus importantes. Et ça fait en sorte que donc, il peut y avoir un attrait de vouloir valoriser ces compétences-là dans un projet entrepreneurial qui va peut-être plus payant que ce que le marché du travail peut leur offrir. Les avenues entrepreneuriales, parce que depuis tantôt, je parle beaucoup de création d'entreprises, mais il n'y a pas juste ça. Les travailleurs autonomes sont aussi, à certains égards, considérés des entrepreneurs. Donc, quelqu'un qui offre ses services à d'autres, c'est fondamentalement un entrepreneur. Ce qu'on appelle aussi les technopreneurs, pardon, souvent, c'est les gens qui sont dans des laboratoires qui vont faire leur maîtrise puis leur doctorat sur des technologies de pointe. Ils vont développer une innovation qui est commercialisable. Ben, on va les appeler des technopreneurs parce que sur la base de cette innovation qu'ils ont développée dans leur parcours de maîtrise ou de doctorat, ou même parfois des chercheurs universitaires qui vont développer des innovations commercialisables, ben, ça va les amener à devenir des entrepreneurs dans ce domaine-là. L'achat d'une franchise, c'est une avenue entrepreneuriale. Reprendre une entreprise qui est déjà en activité, une entreprise familiale, par exemple, c'est une option. L'intrapreneuriat, le fait de créer une nouvelle entité au sein même d'une entreprise existante à la demande de votre employeur ou de gérer des projets de développement de l'entreprise, ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat dans bien des cas, c'est aussi une avenue entrepreneuriale potentielle. La coopérative, démarrer une coopérative de services ou de produits, ça aussi, c'est une avenue entrepreneuriale, tout comme l'entrepreneuriat social et solidaire, créer un OBNL pour répondre à des besoins sociaux, c'est une avenue entrepreneuriale tout à fait parmi les autres, comme le démarrer tout simplement son entreprise à but lucratif. Créer son entreprise, très rapidement, je reviens sur cette idée-là d'opportunité. Qu'est-ce que ça implique donc, avoir une opportunité? C'est fondamentalement observer un besoin qui est plus ou moins bien servi ou qui est plus ou moins bien comblé dans la population et d'imaginer une solution qui va être innovante et qui va mieux répondre aux besoins que l'offre actuelle. Et tout ça en temps opportun, ce qui veut dire que ce qui est aujourd'hui une opportunité ne le sera peut-être pas demain. Par exemple, ben, vous pouvez identifier une solution innovante qui est très pertinente aujourd'hui, puis dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous avez une nouvelle technologie qui arrive sur le marché puis qui vient complètement changer la situation, puis faire en sorte que votre solution est plus innovante ou est moins innovante. Ben, on perd cette idée d'opportunité-là parce que ça sera plus rentable sachant qu'il y a une nouvelle technologie qui peut faire mieux que ce que vous avez à proposer. Donc, c'est toujours l'idée que l'opportunité est ancrée dans le temps. C'est ce qui est vrai à un certain moment ne le sera peut-être pas plus tard. Fait que il y a pas toujours un sentiment d'urgence, mais disons que, étant donné le caractère temporel, puis étant donné le fait que les choses changent, ben, une opportunité, donc, peut disparaître comme il est arrivé, là. Et c'est sur la base de cette opportunité-là, donc, des besoins identifiés à un temps donné avec une solution innovante à un moment donné qui pourrait permettre de mieux répondre aux besoins, c'est sur cette base-là, donc, que le projet entrepreneurial va se développer. C'est avec ça en tête qu'il va se développer. Un élément super important à considérer, c'est que quand vous allez penser à un projet entrepreneurial, si évidemment vous pensez à un projet entrepreneurial, c'est qu'il y a une forme de dialogique qui s'opère entre l'entrepreneur et son projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux, à certains égards, se trouvent à dialoguer. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on va fortement imprégner les choix qui sont faits pour le projet entrepreneurial. Puis en retour, le fait de choisir certains éléments du projet va avoir un impact sur qui on est, puis peut nous amener à nous transformer, ce qui fait qu'il y a toujours une forme d'équilibre qui cherche à se faire entre le projet puis l'entrepreneur. Puis dans bien des cas, les gens qui vont
embarquer ou non dans le projet entrepreneurial avec vous, que ce soit des gens d'une équipe entrepreneuriale ou des gens qui veulent financer votre projet ou des clients même, ben, souvent, ils vont se demander est-ce qu'il y a effectivement un bon fit entre l'entrepreneur puis son projet entrepreneurial, surtout si les gens veulent investir dans votre projet, parce que vous pouvez avoir un projet exceptionnel, mais si vous n'êtes pas la bonne personne pour le gérer, ben, ça peut arriver que les investisseurs disent c'est un bon projet, mais pas pour vous. Puis, à titre d'exemple, anecdotique, mais quand même, Steve Jobs, qui a fondé Apple, à un certain moment donné de l'évolution de l'entreprise, ben, s'est fait carrément sortir de l'entreprise, s'est fait congédier de l'entreprise qu'il a créée parce que les investisseurs estimaient qu'il était plus apte à gérer le projet entrepreneurial qu'il avait lui-même créé. Bon, plus tard, ils l'ont réembauché, évidemment, puis Apple a connu un succès renouvelé, disons, grâce notamment à Steve Jobs. Mais anecdote pour dire que le fit entre l'entrepreneur et son projet est super important. Puis, il peut évoluer en fonction de comment le projet évolue. Puis, à un moment donné, il y a des entrepreneurs qui se retrouvent plus la bonne personne pour gérer le projet qu'ils ont créé. Puis c'est parfois tout à fait normal. D'autres fois, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais cet équilibre-là est super important. J'ai mentionné, depuis le début, je parle souvent d'un entrepreneur avec un projet, mais il faut savoir que des fois, il y a plus d'un entrepreneur pour un même projet, puis des fois, un entrepreneur ou des entrepreneurs peuvent avoir plus d'un projet simultanément. Je passe tous ces cas de figure-là, mais vous comprenez donc que c'est pas aussi simple que de la façon dont je l'énonce parfois, puis je l'énonce juste pour justement rendre ça un peu plus simple, mais en réalité, c'est souvent beaucoup plus complexe, là. Une citation que j'aime beaucoup, le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de le créer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le fond, je le mentionnais tantôt, créer un projet, ça veut dire se projeter dans le futur. Mais qui connaît réellement le futur? Qui sait de quoi le futur va être composé? Fait que ça, c'est un problème fondamental quand on veut démarrer une entreprise parce que vous ne savez pas de quoi va être composé le futur. Et donc, ben, vous pouvez l'imaginer, le futur, le décrire et imaginer une entreprise qui va répondre aux besoins du futur que vous avez identifié. Mais c'est super difficile parce que ça peut changer en cours de route. L'autre chose, par contre, c'est que, comme je le mentionnais tantôt, comme l'entrepreneur et son projet doivent avoir un bon fit, une chose que vous avez le contrôle puis que vous connaissez, c'est qui vous êtes aujourd'hui, quelles sont les ressources que vous possédez aujourd'hui et qu'est-ce que vous êtes en mesure d'accomplir aujourd'hui pour vous rendre dans un projet futur. Ce qui fait que il y a à peu près deux dynamiques qui coexistent dans n'importe quel projet. La première dynamique, c'est ce qu'on appelle la causation. C'est l'idée que vous allez identifier un futur désirable. Vous allez dire, voici le projet que je veux mettre sur pied. Et dans votre logique, vous allez chercher à savoir qu'est-ce que ça vous prend comme ressources, comme compétences pour faire fonctionner correctement ce projet-là. Ça va impliquer donc d'aller chercher ces ressources-là, d'aller développer ces compétences-là ou de vous associer à certaines personnes qui ont ces compétences-là pour développer le projet que vous avez en tête, qui est une projection dans le futur. Et donc, ça, c'est une logique de causation, c'est-à-dire que vous allez chercher à développer le projet que vous avez en tête. La logique effectuelle, c'est la logique inverse, c'est que vous savez ce que vous avez aujourd'hui, mais vous ne savez pas exactement ça va être quoi le projet futur. Fait que vous faites en fonction de ce que vous possédez pour créer le projet futur. Ces deux logiques-là, souvent, cohabitent, puis je vous donne un exemple un peu plus spécifique des deux logiques, là. La logique causale dit, par exemple, que vous savez où vous voulez aller puis que vous avez un plan pour rendre. La logique effectuelle dit que vous ne pouvez pas savoir où vous allez vous rendre parce que le futur est incertain, puis vous allez le découvrir dans l'action. La logique causale dit que c'est une logique de risque, c'est-à-dire que vous allez tenter de calculer les probabilités de réussite. La logique d'incertitude dit que vous ne pouvez pas savoir le risque parce que tout peut changer en cours de route. Donc, c'est mieux d'identifier ce que vous êtes prêt à perdre aujourd'hui parce que c'est ce que vous avez sous la main puis que vous pouvez investir dans votre projet. Puis finalement, l'information pour planifier le futur est accessible, puis on sait ce qu'on doit savoir dans une logique causale, mais la réalité souvent, c'est que l'information est super ambiguë. On ne connaît pas parfaitement les besoins des gens, par exemple, ou on ne sait même pas ce qu'on doit savoir
Autrement dit, ce qui fait que ça donne rien, dans le fond, d'essayer de tout planifier le futur parce que, justement, on ne peut même pas savoir ce qu'on doit savoir. Fait que pour démarrer un projet, dans le fond, ce que plusieurs personnes suggèrent maintenant, c'est d'y aller dans une logique effectuelle, surtout dans les débuts. Puis il y a 5 grands principes qui peuvent vous amener à vous mettre en action puis à créer un projet entrepreneurial dans une logique effectuelle, puis je les passe rapidement, et vous allez comprendre, dans le fond, ça peut peut-être même vous donner des idées sur comment amorcer un processus de mise en action si vous avez un projet. Un de ces grands principes-là, c'est le principe de l'oiseau à portée de main. Je donne un exemple. Là. Vous voulez faire une recette, bien, comment vous allez vous y prendre? Est-ce que vous allez prendre un livre de recettes, trouver une recette, faire toute la liste de vos ingrédients, aller chercher tous les ingrédients à l'épicerie, revenir, accomplir ça, puis faire votre recette, ou vous allez ouvrir la porte du frigidaire, vous allez dire, bon, qu'est-ce qui reste dans le frigidaire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et c'est quoi la meilleure recette que je peux accomplir en fonction de mes compétences puis en fonction de ce que j'ai sous la main? Le principe de l'oiseau sous la main, c'est ça. C'est rouvre le frigidaire, regarde qu'est-ce que tu as dedans, qu'est-ce que tu peux faire facilement aujourd'hui, plutôt que d'aller à l'épicerie. Tu sais même pas si les produits vont être là. C'est peut-être des techniques de cuisine que tu connais à peu près pas, puis qui peuvent faire en sorte que ta recette sera peut-être pas comme tu l'as souhaité. Mais si tu vas avec ce que tu maîtrises puis ce que tu as sous la main, tu es pas mal plus sûr que ça va donner un résultat pertinent. Le principe de la perte acceptable, c'est comme je mentionnais tantôt, plutôt que de vous demander c'est quoi le retour sur investissement que vous pourriez avoir d'un projet entrepreneurial, posez-vous donc plutôt comme question, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? Votre temps, votre réputation, un peu d'argent, et ainsi de suite. Puis en fonction de ça, vous savez ce que vous pouvez risquer, puis ce qui ne vous dérangera pas de le risquer pour un projet entrepreneurial. Le principe de la courte pointe, c'est, par exemple, au lieu d'aller chercher tous les contacts puis les réseaux d'affaires que vous avez besoin pour réussir un projet imaginé, ben, partez donc des contacts que vous avez déjà. Hein? Vous allez voir quelqu'un pour un projet, un fournisseur potentiel. Il ne peut pas vous donner les produits que vous souhaitez, mais par contre, il pourrait vous faire un bon deal sur un autre produit que vous pourriez mettre en marché dans un projet qui sera un peu différent. Pourquoi pas partir de cette opportunité-là ou de ce fournisseur-là pour bâtir votre projet, puis le faire pivoter, comme on dit. Donc, un peu comme une courte pointe. On ne sait pas trop à quoi va ressembler la courte pointe au final, mais si vous avez un petit morceau de tissu qui semble fonctionner, puis vous pouvez accoler à l'autre morceau de tissu que vous avez, bien, c'est préférable de bâtir avec tous ces contacts-là que vous n'avez pas planifiés, mais qui peuvent vous amener ailleurs, que d'essayer de trouver des contacts que vous auriez absolument besoin puis que finalement, vous ne serez peut-être même pas capable d'obtenir. Le principe de la limonade, ça dit fondamentalement, si la vie vous donne des citrons, faites de la limonade. Donc, autrement dit, à toutes les fois qu'on vous fait un refus, qu'on dit non, désolé, ça ne peut pas fonctionner, ben, posez-vous comme question, est-ce que vous pouvez tirer avantage de cette réponse-là? Autrement dit, est-ce que cette réponse-là ne pourrait pas donner lieu justement à rebondir sur quelque chose d'autre que vous n'avez pas imaginé? Puis finalement, le dernier principe, c'est le principe du pilote dans l'avion. C'est toujours mieux de prendre l'avion si on sait qu'il y a un pilote parce que s'il arrive un imprévu, il est bien beau avoir des pilotes automatiques, mais quand il arrive un imprévu, on est pas mal rassuré s'il y a un humain là, qui réagit aux imprévus puis qui va réorienter l'avion en fonction de ce qui n'avait pas été planifié. C'est le principe fondamental, donc, dans l'action, puis face à des changements imprévus, misez sur vos forces pour être capable de réorienter votre projet puis de pouvoir donc vous assurer le succès de votre démarche de création d'entreprise. La stratégie des petits pas, c'est quoi? Beaucoup de personnes, puis on va le voir sur la prochaine diapo, là, mais beaucoup de personnes dans les dernières années, ont choisi de devenir entrepreneurs en combinant le salariat et l'entrepreneuriat. Il y en a qui appellent ça aussi il y a un nouveau terme qui a été inventé récemment qui s'appelle les slashers, là. Genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je travaille pour telle entreprise, / j'ai mon entreprise, / je suis aussi aux études. Fait que cette idée-là d'avoir de multiples identités ou de multiples occupations et / telle occupation, c'est l'idée justement de parfois avoir un projet
d'affaires, mais en même temps de demeurer salarié ou en même temps d'être étudiant ou en même temps de faire autre chose. Puis combiner ces différentes sphères occupationnelles, si on veut, c'est une stratégie qui permet de réduire les risques, puis qui permet parfois même de combiner le meilleur des deux mondes. Hein? Vous avez la sécurité d'un emploi, ça vous permet de payer votre épicerie puis de payer votre loyer, mais en même temps, ça vous permet de développer un projet qui vous tient à cœur puis que vous avez le goût de mettre de l'avant. Ça amène des dilemmes parfois parce qu'à partir de quand on quitte le salariat pour se consacrer à son projet ou à partir de quand on devrait quitter son projet pour se consacrer au salariat. Ceux qui visent soit l'un, soit l'autre, des fois, ils se demandent c'est quand le bon moment pour quitter. Mais juste à titre de statistique, on voit là, dans les dernières années, là, au Québec comme dans le reste du Canada, puis je pense que c'est un phénomène mondial. Là, il y a peu de gens qui l'ont mis en lumière. On est en train de travailler là-dessus justement avec un collègue à l'université, Marc Duhamel. On est en train de voir justement, puis on l'a vu au Québec, là, ça a passé de 67,7% à 82%. Les gens qui sont actuellement en processus de démarrage, mais qui gardent un emploi salarié. Puis dans d'autres études, on s'aperçoit que c'est pas nécessairement au Québec, mais ailleurs dans le monde, on s'aperçoit qu'il y a une assez bonne proportion, là, ça varie entre 15 et 35% des gens qui n'ont pas le goût de quitter le salariat, puis qui veulent combiner avec l'entrepreneuriat, puis que ça leur convient très bien d'avoir les deux. Puis tu sais, un cas classique qu'on observe parfois, des gens qui, par exemple, ont un chalet ou une deuxième résidence, puis qui décident de la mettre en location sur Airbnb. Bien, ce genre de plateforme-là, qui n'était pas existante il y a 10 ans, bien, ça facilite grandement la possibilité d'avoir un petit revenu d'appoint d'entrepreneuriat tout en gardant un emploi salarié. C'est vrai pour Airbnb, puis c'est vrai pour d'autres plateformes qui donnent un peu cette flexibilité-là à des gens de démarrer des petits projets qui n'ont pas besoin d'être super prenants en termes de temps, puis qui permettent donc de combiner les deux. Fait que c'est sans doute un des aspects qui explique là, cet engouement pour l'entrepreneuriat hybride dans les dernières années. Rapidement, si vous démarrez un projet, il y a évidemment beaucoup de soutiens qui sont offerts aux entrepreneurs, que ce soit des soutiens de formation comme l'École des entrepreneurs offre ce genre de soutien-là, mais des soutiens en mentorat comme le réseau Mentorat, de l'accompagnement des conseils dans le réseau des SADC, c'est l'acronyme pour Service d'aide au développement des collectivités, ou les organismes de développement économique, comme par exemple à Trois-Rivières, c'est Innovation et développement économique Trois-Rivières, IDE Trois-Rivières. Mais il y a également des soutiens offerts à l'université, puis je vous en parle sur la prochaine diapo. Il y a toute une panoplie là, de coachs, de consultants. Généralement, ces services-là sont payants, mais les services de mentorat, c'est assez peu cher. Parfois, c'est gratuit, si je ne me trompe pas, avec Futurpreneur, puis ça vient aussi avec un prêt. Donc, puis les formations, c'est souvent assez peu cher, là, voire à peu près gratuit. Puis les accompagnements et les conseils, c'est souvent gratuit. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de services à très peu de coûts là, pour vous aider à démarrer votre projet, dont notamment le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation de Desjardins, de l'UQTR. Puis je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez le CEI Desjardins de l'UQTR, mais je vous invite fortement à contacter Francine Lacaire avec son courriel d'Alba indiqué de la diapo. Francine Lacaire, qui est la coordonnatrice du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation ici à l'UQTR, c'est essentiellement des services il y a des conférences qui sont organisées, il y a des mini-formations qui sont organisées, il y a des activités qui sont organisées à l'égard de l'entrepreneuriat, puis il y a aussi la possibilité de vous faire conseiller, accompagner si vous avez un projet d'affaires. Et donc, ces services-là sont pour tous les étudiants de l'UQTR, mais également pour les nouveaux diplômés. Donc, dans les 5 années suivant la diplomation, vous avez accès aux services du CEI Desjardins. Et puis, moi, je vous invite fortement à vous inscrire à la mailing list, là, à la liste d'informations qui est envoyée périodiquement, mais également à prendre contact avec Francine, puis à vous mettre amis aussi sur le site Facebook, par exemple, où vous allez voir toutes les activités qui sont offertes. Puis, selon vos intérêts, vous pourrez vous y inscrire. J'ai rajouté un peu d'informations sur... je ne sais pas si quelqu'un voulait
Oui, je m'excuse, je m'en allais vous poser une question. Ça va? La diapo, juste d'avant, je crois que j'ai mal compris. Est-ce que c'est des cours ou c'est des conférences? C'est quoi exactement? Ben, en fait, le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation n'a pas à proprement dit des cours, bien qu'à l'UQTR, il y a certains cours là, qui sont en lien avec l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas donné par le CEI Desjardins. Mais il y a des formations, il y a des activités de sensibilisation, il y a des conférences, il y a toutes sortes d'activités. Par exemple, le Startup Weekend qui a eu lieu, par exemple, à Shawinigan dans les dernières semaines, ben, le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation a collaboré à la réalisation du Startup Weekend et donc encouragé les étudiants de l'UQTR qui étaient intéressés à y participer. Puis pendant plusieurs années, le Carrefour a organisé le Startup Weekend à l'UQTR. Là, évidemment, avec la pandémie, c'est un peu plus compliqué d'organiser des événements présentiels, fait que ça a été fait récemment là, à distance. Mais puis là, on réfléchit si on va le faire encore cette année à l'UQTR, mais en gros, c'est ce genre d'activité-là, plus des activités de conseil, d'accompagnement, si vous avez un projet entrepreneurial. Donc, si vous avez un projet, vous pouvez contacter Francine, lui dire, ben, c'est ça mon projet, voici où j'en suis, est-ce qu'il y a des ressources pour moi, vers où je devrais me tourner, c'est qui les personnes clés que je devrais rencontrer, puis ainsi de suite. Fait que c'est vraiment un service de soutien à l'entrepreneuriat, disons, assez large, si on veut, là, à toutes les étapes du processus entrepreneurial. Parfait, merci. Ça marche. Là, je parle beaucoup depuis le début. Là. S'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Il y a un chat room, vous pouvez m'arrêter. Il n'y a pas de problème. Démarrer une entreprise de service à la personne, j'ai pris pour acquis qu'il pourrait y avoir éventuellement de l'intérêt de la part des étudiants aujourd'hui qui sont dans le domaine de la psycho et qui envisagent de devenir des psychologues, qu'il y avait peut-être un peu d'intérêt là, à réfléchir à qu'est-ce que ça implique si je veux ouvrir une clinique en psycho, par exemple. Fait que j'ai fait une courte diapo là, sur peut-être les éléments à considérer, mais ce qu'on sait sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de service, ça s'applique pour les psychologues, mais ça s'applique pour plein d'autres types d'entreprises de services. C'est que c'est beaucoup des travailleurs autonomes ou des propriétaires d'assez petites entreprises qui offrent des services. C'est souvent orienté sur une expertise très poussée ou une expertise à tout le moins un peu distinctive. Par exemple, ouvrir un salon de coiffure, ça implique dans bien des cas d'être capable de couper les cheveux. Pas forcément, parce qu'on peut embaucher des gens pour le faire, mais dans certains domaines, par exemple, offrir des services en psychologie, ça implique être psychologue, bien évidemment. Idem pour les chiropraticiens, idem pour les podiatres, et ainsi de suite. Et donc, ben, dans certains cas, et notamment, je pense, pour l'ordre des psychologues, ça implique parfois certaines contraintes légales qui sont dictées par l'ordre et par donc par les contraintes liées à la profession. Je pense aussi aux avocats ou aux notaires qui, par exemple, ne peuvent pas avoir une entreprise incorporée. Ils doivent faire un enregistrement non collectif. C'est une obligation légale qui découle des paramètres de l'ordre. Ben, dans ces cas-là, il faut évidemment prendre contact avec l'ordre, voir c'est quoi les paramètres pour démarrer une entreprise dans ce domaine-là au privé, si on veut, là, puis s'y conformer, bien évidemment. Ça implique, et c'est ça un peu l'enjeu, c'est que les gens qui démarrent dans une entreprise de service, dans bien des cas, c'est les gens qui ont une expertise poussée dans un domaine précis, puis qui veulent donner les services à d'autres personnes dans le cadre d'une entreprise. Mais ça implique donc avoir d'autres connaissances qui, souvent, dans leur formation, n'ont pas été acquises. Par exemple, connaître un peu le droit, les ressources humaines, la comptabilité, la fiscalité, le marketing, et ainsi de suite. Ben, souvent, quand vous étudiez en psychologie pour devenir psychologue, qu'est-ce que vous apprenez dans vos cours en termes de comptabilité? Pas grand-chose. Hein? Fait que là, démarrer son entreprise de service, puis faire sa comptabilité, ben, on commence comment, qu'est-ce qu'il faut faire et c'est pas si simple. Fait que, il existe donc des formations qui sont offertes. Puis je pense récemment, puis ça vous touche peut-être un peu moins, mais peut-être que ça pourrait vous concerner. Il y a une formation de deuxième cycle en gestion d'une clinique qui vient d'être offerte à l'UQTR, qui est nouvellement offerte. Ça implique donc 18 crédits de deuxième cycle qui touchent évidemment comptabilité, marketing, droit, gestion des stratégies numériques. Là. Et donc,
Ça donne à peu près tous les outils pour gérer une clinique, puis je pense que ça pourrait être utile aussi pour quelqu'un qui veut gérer quelques professionnels dans le domaine des services, dont la psychologie ou qui veulent se réunir avec plusieurs psychologues pour offrir des services en psychologie. Ça pourrait être utile peut-être de suivre ces cours-là. Sinon, il y a des formations du type attestation de spécialisation professionnelle qui est de niveau DEP, qui est beaucoup plus court, par contre. C'est une attestation de spécialisation plutôt qu'un DEP, qui s'appelle Lancement d'une entreprise et qui est donnée par les différentes commissions scolaires au Québec. Il faut dire maintenant les centres de services, là, mais ça revient au même, vous comprenez ce que je veux dire. Mais donc, cette formation-là, Lancement d'une entreprise, qui est sur 22 semaines environ, à raison de quelques heures par semaine, donne toutes les bases là, que je vous ai évoquées, droit, gestion du personnel, et ainsi de suite. Et donc, ça donne, à mon avis, les outils de base là, pour savoir comment gérer une petite entreprise. Fait que ça peut être une façon aussi là, de se préparer convenablement. Sinon, on apprend un peu sur le tas ou en s'entourant de professionnels, par exemple, recruter un comptable que vous allez payer pour faire votre comptabilité puis vous dire comment vous organiser pour produire les chiffres qu'il y a besoin pour faire vos états financiers et ainsi de suite, là. Les grands défis des entrepreneurs, on a fait une recherche, puis je passe le détail, là, mais très, très rapidement, on a fait une recherche auprès de plusieurs centaines d'entrepreneurs l'année passée, il y a presque 2 ans en fait, sur c'est quoi les grands défis que les entrepreneurs vivent, puis on s'est concentré sur les entrepreneurs émergents, c'est-à-dire ceux qui sont en processus de démarrage ou qui ont nouvellement démarré une entreprise jusqu'à 5 ans, pour essayer de voir c'est quoi les défis qui sont vécus, puis essayer de voir comment les organismes de soutien peuvent leur venir en aide de façon plus efficace. Alors, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait fondamentalement 6 grands défis qui sont vécus par les entrepreneurs. Puis j'ai tenté de les classer par ordre d'importance, mais j'ai pas réussi à faire un bon graphique. Fait que le plus important, c'est celui qui est dans le bas au lieu du haut. Je n'ai pas été capable de l'inverser, désolé. Mais donc, le plus grand défi énoncé par les entrepreneurs, c'est le défi de la gestion financière et légale de l'entreprise. C'est normal, puis je l'évoquais tantôt, le jour où on démarre une entreprise, là, faire sa comptabilité, puis savoir c'est quoi les contraintes légales de démarrer une entreprise, c'est pas si évident. Fait que c'est beaucoup d'enjeux de ce côté-là. Le deuxième défi qui est ressorti, puis on va l'aborder plus tard, c'est tout le défi de la gestion de la santé psychologique. Dans les premières années, c'est particulièrement difficile pour les entrepreneurs de gérer leur santé psychologique puis d'arriver à une certaine forme d'équilibre parce que réussir à établir une entreprise, ça demande des heures, ça demande parfois des sacrifices. Quand l'entreprise a un certain, elle a réussi à s'établir, à avoir suffisamment de clients puis à avoir un certain roulement, c'est déjà un peu moins pire. Mais dans les débuts, c'est souvent très, très difficile. Troisième défi, la gestion du développement de l'entreprise. Comment amener son entreprise du point A au point B puis lui permettre de se développer. C'est pas si simple. Souvent, les gens, c'est à leur première expérience, ils savent pas exactement qu'est-ce qui doit être fait pour amener l'entreprise à un autre niveau. Fait que, donc, ça, c'est un défi important. La gestion des technologies numériques est aussi un défi mentionné par les entrepreneurs parce que tout bouge rapidement. Hein, il y a 10 ans, faire de la publicité sur Facebook, ça n'existait pas. Maintenant, pas faire de publicité sur Facebook pour certaines entreprises, c'est juste même pas envisageable, là. Il faut aller sur Facebook. Fait que tout change rapidement. Puis la gestion des technologies numériques, c'est un enjeu très, très important pour beaucoup d'entrepreneurs. Finalement, la gestion de la carrière entrepreneuriale aussi, très, très important. Vous démarrez une entreprise, mais ça implique donc de développer vos propres compétences à gérer l'entreprise. Puis, il n'y a pas de formation continue offerte par votre patron parce que vous êtes le patron. Fait que c'est à vous à penser à votre propre développement puis à savoir un peu ce que vous avez besoin pour réussir, ce qui n'est pas souvent évident à identifier. Puis finalement, le dernier défi identifié, c'est la gestion du capital humain, c'est-à-dire gérer des employés fondamentalement, mais gérer aussi les fournisseurs parce que parfois, comme je disais, au lieu d'embaucher un comptable qui va travailler pour vous, vous allez sous-traiter la comptabilité à une firme privée. Fait que gérer donc ces compétences-là, est-ce que j'embauche à l'interne ou est-ce que je vais à l'externe pour
répondre à mes besoins de comptabilité, ben, c'est un défi que les entrepreneurs ont dans bien des cas. J'ai parlé de la gestion de la santé psychologique, puis c'est le dernier aspect que je vais aborder avec vous. Parce que on vient de terminer une recherche sur l'impact de la pandémie sur la gestion de la santé psychologique. Fait que c'est des résultats qui sont assez frais, là, qui ont été présentés il y a à peine un mois dans une conférence puis qui ne sont pas encore publiés. Fait que petit scoop. Mais on s'est posé comme question parce que sachant que c'est un défi super important, la gestion de la santé psychologique, puis sachant aussi là aujourd'hui que vous êtes pour la plupart des gens dans le domaine de la psychologie, ça va peut-être vous intéresser un peu ce qui a été trouvé jusqu'à maintenant. Mais on sait fondamentalement que gérer une entreprise, c'est assez stressant, que c'est difficile, qu'il y a des enjeux de gestion de la santé psychologique à la base. Bien que là, dans un contexte de pandémie, quand la survie de l'entreprise est menacée, ou au contraire, quand l'entreprise se retrouve avec une augmentation importante des ventes, prenez juste pour exemple les entreprises qui, avant la pandémie, vendaient des produits nettoyants ou vendaient des désinfectants ou du matériel de protection du type des masques, ben, la pandémie arrive, là, le carnet de commandes, là, il est plus que rempli. Là. Fait qu'il y a des entreprises qui ne suffisent même pas à la demande. Par exemple, des entreprises qui en s'achètent de la farine, qui vendaient de la farine, quand il y a eu le premier arrêt où tout le monde s'est retrouvé un peu chez lui à ne pas pouvoir sortir, ben, les gens ont cuisiné comme jamais. Il y avait des pénuries de farine, puis ceux qui faisaient justement des ventes de farine ne fournissaient pas à la demande. Fait que, bref, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des pertes de revenus dans le domaine des arts et spectacles, par exemple, mais d'autres, au contraire, qui ont eu des fortes croissances de leurs affaires. Puis, dans tous les cas, là, ça amène des enjeux liés à la santé psychologique et à l'équilibre de vie des entrepreneurs. Donc, on a fait une enquête auprès de 636 personnes en affaires au Canada, essentiellement des petites entreprises. Là, il n'y a évidemment aucune grande entreprise là-dedans. Puis, l'échantillon est assez réparti en termes de croissance du chiffre d'affaires versus diminution du chiffre d'affaires, c'est à peu près 50-50. Globalement, les entrepreneurs sont un peu plus optimistes. Là. En moyenne, c'est près de 70% qui sont optimistes, mais on se rappellera tantôt que je mentionnais que les entrepreneurs, c'est des gens fondamentalement optimistes et plus optimistes que la moyenne des ours, comme on dit. Là. Fait que c'est sans grande surprise qui s'annoncent optimistes pour le futur. Mais beaucoup quand même estiment avoir de la difficulté dans leur charge psychologique, dans la gestion de leur stress, 44,5%. Puis, on estimait qu'il y avait tout près de 40% des gens en affaires qui étaient épuisés professionnellement au moment où on a fait l'enquête. Fait que c'est un peu inquiétant, disons. Puis là, je vous passe tous les détails. On ne va pas passer tout ça en revue, mais peut-être certains éléments que je veux mettre en lumière. C'est qu'on a fait des analyses pour voir dans quelle mesure la façon dont les entrepreneurs s'adaptaient, hein, ce qu'on appelle les stratégies de coping ou les stratégies d'adaptation face au stress que vous devez peut-être connaître puis que vous avez peut-être appris dans vos cours en psycho. Dans quelle mesure ces stratégies-là étaient utiles pour gérer le stress, amener un plus grand bien-être et réduire l'épuisement professionnel. Bien, ce qu'on a observé, c'est que si on regarde là, les dernières lignes du tableau, les stratégies de coping tourner vers les tâches, tourner vers les émotions ou tourner vers l'évitement ou pire, là, tourner vers l'alcool et les drogues comme moyen d'évitement, bien, ce qu'on voit, c'est que les entrepreneurs qui sont tournés vers les tâches, c'est-à-dire qu'ils vont focaliser sur les tâches comme moyen de s'adapter au stress, c'est-à-dire qu'ils vont se forcer à réfléchir, à prendre des actions, à accomplir un certain nombre de tâches pour gérer leur stress, ben, eux, ça va effectivement réduire leur stress. Ça n'aura pas d'impact sur leur bien-être, mais ça va aussi augmenter leur épuisement. Ça va un peu de soi que si on augmente ces tâches, si on focalise sur les tâches, bien, plus on va en faire de ce côté-là, plus il y a des chances de s'épuiser. Fait que si d'un côté, c'est bon pour le stress, de l'autre, ça ne l'est pas forcément pour l'épuisement. Donc, à court terme, ça peut peut-être être une bonne stratégie pour gérer le stress, mais à long terme, ça pourrait être risqué de faire ça. On constate aussi que ceux qui vont gérer leur stress
orientés par les émotions, c'est-à-dire que ils vont s'imaginer des moments passés où ils étaient bien, ils vont se rappeler des événements qui étaient positifs pour eux, ils vont rêvasser, ils vont un peu procrastiner là, pour un peu se déconnecter, si on veut, de la réalité, pour moins vivre les éléments stressants de leur vie. Ben ça, c'est négatif à la fois pour le stress qui va empirer, ça va réduire le bien-être, puis ça va augmenter l'épuisement. Donc, c'est une très, très, très mauvaise stratégie de gestion du stress. Puis toutes les stratégies du type d'évitement, par exemple, s'autoriser à prendre des pauses, aller marcher, parler avec quelqu'un, se sortir de son environnement stressant, donc éviter d'être confronté toujours et encore plus aux éléments stresseurs, ben ça, c'est super positif. Souvent, on le recommandait même quand il y a eu le premier lockdown, le premier moment où les gens étaient confinés chez eux, ben, on recommandait justement de prendre des marches, de parler avec les gens, donc de sortir un peu. Ben, c'est aussi bon pour les entrepreneurs, ça réduit leur stress, ça augmente leur bien-être, puis ça réduit leur épuisement. Puis finalement, prendre de l'alcool et des drogues, ça augmente le stress, puis ça n'a pas d'effet sur le bien-être ou sur l'épuisement. Fait que ça ne semble pas être vraiment une stratégie. On s'en doutait, là, mais on a vu aussi une augmentation de la consommation d'alcool et drogue au mois d'avril environ, mai. Ça semble s'être replacé maintenant. Là, les dernières statistiques qui étaient diffusées semblaient dire que l'équilibre était de retour de ce côté-là, mais bref, c'est pas une stratégie qui est très pertinente. Donc, on se rappelle rapidement de quoi qu'on a parlé aujourd'hui, puis je vais être disponible pour les questions ensuite. Là. Que l'entrepreneuriat, c'est une carrière stimulante pour plusieurs personnes, mais sans doute pas pour tout le monde, à cause des enjeux que ça soulève. C'est évidemment important d'être en adéquation avec son projet, donc de trouver un projet qui nous convient bien. C'est préférable de découvrir son projet en étant orienté dans l'action. C'est d'ailleurs fondamentalement ce que fait un entrepreneur, c'est d'être dans l'action. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui combinent avec le salariat ou avec d'autres activités. C'est une stratégie qui peut être utile pour démarrer puis réduire le risque. Il y a plusieurs soutiens qui sont appropriés pour vous, souvent gratuits. N'hésitez pas à les consulter, notamment le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation ici à l'UQTR. Puis finalement, on a vu qu'il y avait 6 grands défis, dont la gestion financière puis la santé psychologique, qui sont des défis importants. Il faut garder l'équilibre quand on est entrepreneur. Puis donc, s'accorder des pauses, prendre du recul, maintenir l'équilibre, c'est des stratégies super importantes pour gérer la santé mentale des entrepreneurs, en particulier dans des situations stressantes, comme quand on doit faire face à une pandémie. Alors voilà. J'arrête le diaporama, puis je suis disponible pour répondre à vos questions. Moi, je n'aurais peut-être une. Est-ce qu'on m'entend bien? OK, super. Ouais. Plus tôt dans la présentation, vous avez parlé qu'il y avait des recherches qui avaient peut-être noté une prévalence plus grande de la triade sombre parmi les entrepreneurs. Puis juste avant, vous disiez aussi qu'il y avait une augmentation des motivations comme sociétales pour les entrepreneurs. Fait que je me demandais si les deux résultats avaient été couplés ensemble pour comme comparer un peu ces deux résultats-là parce que c'est quand même pas très instinctif. Tout à fait, tout à fait. En fait, effectivement, les travaux sur la question de la triade sombre souvent sont faits avec des échantillons d'entrepreneurs déjà accomplis, puis je pense pas qu'on va chercher particulièrement les entrepreneurs sociaux qui intuitivement là, sont sans doute pas des entrepreneurs machiavéliques, psychopathes, puis narcissiques. Là, on s'entend, là, on n'est pas dans les zones cliniques, là, on n'est pas dans les zones cliniques au sens où on n'a pas des vrais psychopathes là, qui pourraient, quoi que ça peut exister, là, ces gens-là existent, mais quand on parle de la Dark Triad, c'est vraiment la partie non clinique puis qui ressemble plus à des traits de personnalité. Donc, c'est des niveaux, disons, acceptables socialement de narcissisme, de psychopathie puis
Donc, il faut bien recadrer ça. Mais comme je disais aussi, c'est la question des entrepreneurs sociaux. On voit qu'il y a une augmentation, qu'il y a de plus en plus de gens qui démarrent des projets avec des visées sociales, mais ça reste quand même pas la majorité des entrepreneurs, ni la majorité donc des projets actuellement en démarrage dans la population. On a essayé de faire un portrait, à titre d'exemple, on a essayé de faire un portrait au Canada avec notre enquête annuelle qu'on fait le portrait sur l'entrepreneuriat et on essaie de voir la proportion de gens qui avaient des projets réellement sociaux en démarrage, puis c'était en bas de 5% de tous les projets entrepreneuriaux, ce qui veut dire que c'est en croissance parce qu'avant, il n'y en avait pas tant que ça. Là, on voit qu'il y a un engouement, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à démarrer des projets sociaux, puis on en voit d'ailleurs émerger, mais c'est pas encore la majorité des projets entrepreneuriaux qui sont sociaux. Fait que c'est pour ça qu'on fait un portrait moyen, disons, de l'entrepreneur moyen, ben, l'entrepreneur social est encore un peu plus marginal. Puis effectivement, il est peut-être un peu moins dans une logique de dark triad, mais l'entrepreneur un peu plus classique, à but lucratif, qui souhaite faire de l'argent, puis qui est peut-être la majorité des projets entrepreneuriaux actuellement, est un peu plus il n'est pas à problème cliniquement, mais il est un peu plus dans une logique de dark triad que les autres. Fait que c'est vrai que c'est une excellente question. C'est vrai que ça semble un peu difficile à concilier, mais il faut pondérer donc un peu les deux phénomènes pour mieux voir le portrait global. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions? Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour la conférence. Saint-Jean, c'est vraiment intéressant. Je vous remercie aussi ceux qui ont assisté à la conférence. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont quitté déjà parce que bon, il y a des cours qui s'en viennent bientôt. Mais merci beaucoup. Puis à la prochaine. Je ne sais jamais comment conclure mes conférences, mais voilà. C'est parfait comme ça. Merci beaucoup de l'invitation encore une fois. Ça m'a fait un grand plaisir. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, vous êtes capable de me rejoindre par courriel. Sinon, pour des questions plus précises, pour des projets, je l'ai mentionné à quelques reprises, mais Francine Lacaire du Carrefour d'entrepreneuriat pourra aussi répondre à vos questions à cet effet. Donc, merci beaucoup. Et bonne fin de session à tout le monde. Puis, c'est ça, au plaisir. Merci beaucoup. Merci.